Alors, bonjour, bienvenue tout le monde, merci d'être là, puis merci à la ville de Carouge pour l'invitation d'être ici aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la santé mentale pour vous parler aujourd'hui de santé mentale, de comment la promouvoir et en particulier de comment mieux vivre son inquiétude face aux changements environnementaux. Donc on va parler un petit peu d'éco-anxiété ou devrait-on l'appeler éco-lucidité, on va voir ça ensemble. Donc, je vais commencer par parler un petit peu de la promotion de la santé mentale, puis parler un petit peu de notre association, de Minds, pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc Minds, c'est une association genevoise qui promeut la santé mentale, qui a été créée en 2018. Et on défend une santé mentale accessible à tout le monde. L'idée, c'est que tout le monde a le droit à une santé mentale. Ce n'est pas un luxe, c'est véritablement un droit. Et on cherche à briser tous les tabous et la stigmatisation qui entourent encore la souffrance psychique et la santé mentale. C'est encore un sujet dont on a du mal à parler, qu'on essaye de délier un peu les langues et faire en sorte qu'on puisse en parler, comme on peut parler de santé physique. Et on offre des ressources pour que tout le monde soit en mesure de prendre soin de son bien-être. Et on cherche vraiment à faire en sorte que la santé mentale soit reconnue et favorisée dans toute la société. C'est vraiment important. Ce n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est vraiment une question de société. Donc nos objectifs, on en a deux. Ce premier, c'est un objectif plutôt au niveau individuel, c'est qu'on se sente toutes et tous capables de prendre soin de notre santé mentale, de trouver de l'aide en cas de besoin et de soutenir nos proches. Donc ça, c'est vraiment les comportements qu'on souhaite favoriser dans la population genevoise. Et au niveau plus structurel, notre objectif, c'est que nos cadres de vie favorisent une bonne santé mentale pour tout le monde. Et ça se passe vraiment dans toute la société. Donc à la maison, au travail, à l'école, au niveau politique, dans l'espace public, dans les médias. C'est vraiment partout qu'on doit favoriser une bonne santé mentale. Et c'est en agissant ensemble qu'on pourra garantir justement cette bonne santé mentale accessible à tout le monde. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On a une action qui s'organise autour de 3 axes stratégiques. Le premier axe, c'est d'informer pour sensibiliser et déstigmatiser. Donc, on propose des campagnes thématiques annuelles sur différents sujets. On a un site internet très fourni. On est très actif sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram et Facebook. On a une newsletter, on a un podcast, on a une chaîne YouTube. Voilà, on utilise une communication 360 pour essayer de toucher le plus de monde possible et transmettre des informations fiables, toujours basées sur des faits probants et des vérités scientifiques, vraiment, et pas juste des opinions, mais tout ça rendu accessible pour le plus grand nombre. Notre deuxième axe stratégique, c'est de créer des espaces de rencontre pour partager des savoirs. Donc, on organise différents types d'événements pour le grand public et pour les professionnels. Donc, de nouveau, je vous invite à consulter notre site internet pour en avoir connaissance. Il y a les talks, les workshops et les cercles d'écoute, qui sont tous des événements gratuits et ouverts à tout le monde. Et finalement, notre troisième axe stratégique, c'est de renforcer le pouvoir d'agir. Et c'est dans le cadre là que je suis ici aujourd'hui pour donner cette conférence. Donc on donne des formations dans différents milieux professionnels, mais aussi dans les écoles, auprès des habitants de différentes communes. Donc on intervient auprès de différents publics. Et on développe aussi des outils digitaux qui visent à redonner le pouvoir d'agir des personnes, de sorte à ce que les personnes soient en mesure de prendre soin de leur santé mentale au quotidien. Donc on est notamment en train de développer une application qui s'appelle Minds Up et qui sortira en début d'année prochaine et que je vous encourage à découvrir sur notre site internet dès l'année prochaine et qui sera gratuite et accessible à tout le monde, bien sûr. Alors, je vous propose de nous plonger dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la santé mentale déjà? Est-ce qu'on parle tous de la même chose quand on pense au terme santé mentale? Donc pour commencer, je vais vous montrer une petite vidéo qui dure environ 4 minutes et qui présente plein de messages clés en lien avec la santé mentale. Qu'est-ce que la santé mentale et surtout qu'est-ce qui l'influence? Pour l'expliquer, partons en voyage dans le cosmos mental. Pour débuter notre histoire, commençons par la petite fusée. Cette petite fusée, c'est vous, c'est moi, et nous naviguons dans ce cosmos. L'objectif de la petite fusée, c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique, celui qui nous permet de nous sentir bien. Dans son voyage, elle sera toujours accompagnée de 2 systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent. Le système planétaire ressources et le système planétaire obstacles. Si l'on regarde la planète obstacle, c'est-à-dire tout ce qui aura une influence négative sur notre santé mentale, on remarque 2 satellites qui gravitent autour et qui la nourrissent. Le satellite obstacle individuel, qui représente tout ce qui peut agir négativement sur la fusée et qui est propre à l'individu.
et le satellite obstacle collectif, également négatif, mais qui concerne les influences extérieures à l'individu. En miroir, la planète ressource évolue elle aussi en permanence et se nourrit également de deux éléments. Les facteurs externes favorisants, comme par exemple un environnement familial bienveillant, une société dans laquelle l'accès aux soins est facilité, la reconnaissance des autres, etc. Et les ressources individuelles de la personne, que sont par exemple la capacité à demander de l'aide, à reconnaître ses émotions, à gérer son stress, etc. Autant de compétences qu'il est possible de renforcer, de consolider ou d'enrichir tout au long de la vie. Mais le cosmos est grand, et d'autres éléments peuvent impacter la trajectoire de la petite fusée. Par exemple, les astéroïdes accidents de parcours qui gravitent tout autour de la fusée et qui peuvent venir la percuter à tout moment. Ces astéroïdes sont toujours négatifs et violents et vont dévier la fusée de la Voie lactée. Si au moment du choc, la planète obstacle est plus grosse que la planète ressource, la fusée aura plus de difficultés à revenir sur la Voie lactée. C'est ce qui explique que face à un même événement, deux individus ne réagiront pas de la même façon. Autre élément du cosmos, les comètes Fée. Comme les astéroïdes, elles sillonnent le cosmos et peuvent rentrer en collision avec la fusée. Mais à la différence des astéroïdes qui percutent et continuent leur route, les comètes vont s'accrocher à la fusée et devenir un poids à porter. Il va falloir poursuivre son voyage avec cette difficulté. Cependant, on peut observer une adaptation intéressante de la fusée. En effet, il peut arriver que cette comète transforme l'individu en lui permettant de développer de nouvelles compétences pour faire face à cette difficulté. Le fardeau de départ peut devenir une force, redonnant un sens nouveau à sa vie et donc renforcer la planète ressource. Enfin, le cosmos est habité par une multitude d'étoiles filantes de la vie qui traversent régulièrement la fusée et l'influencent. Il s'agit des événements de vie que nous rencontrons en cheminant, les relations amicales, professionnelles, la vie amoureuse, etc. Ces étoiles filantes peuvent avoir une influence positive ou négative, cela dépend du contexte, du moment, de ce qu'elles nous font, mais elles auront forcément un impact sur nos planètes. Tous ces facteurs influenceront donc notre trajectoire sur la Voie lactée et la taille de nos planètes. Cependant, il n'est pas toujours simple de savoir pour soi-même ou pour les autres où nous nous situons. C'est pourquoi les balises représentent les signaux qui nous aident à mesurer le thermostat de notre santé mentale. Plus ces balises durent dans le temps et perturbent notre vie quotidienne, plus elles méritent d'être écoutées. Si plusieurs balises sont dans le rouge, c'est sans doute le signe que notre santé mentale mérite une attention particulière. Nous pourrons alors puiser dans notre planète ressource afin de retrouver le chemin d'un équilibre psychique satisfaisant. Là, je vous ai mis la définition de la santé mentale de l'OMS qui dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, ce qui peut surprendre quand on voit cette définition pour la première fois, c'est que ça ne parle pas du tout de troubles psychiques. Donc, elle ne dit pas la santé mentale, c'est l'absence de troubles psychiques. En fait, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas simplement le fait de ne pas vivre avec une maladie psychique ou avec un trouble. Pour dire qu'on est en bonne santé mentale, il ne suffit pas de ne pas avoir de maladie. Il faut vraiment pouvoir remplir tous ces indicateurs qui font partie de cette définition. C'est un état de bien-être complet, psychologique, émotionnel et social, qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie et non pas d'éviter d'être stressé. C'est pas ça, la santé mentale, c'est pas d'être heureux tout le temps, c'est pas de jamais être stressé, c'est de se sentir capable d'affronter les sources de stress qui sont inévitables et qui vont forcément nous arriver à un moment ou à un autre. De réaliser notre potentiel, donc de mener une vie épanouissante, de faire les choses qu'on a envie de faire, d'atteindre nos objectifs, bien apprendre et bien travailler, donc être bien inséré dans la société, être capable de fonctionner dans la société, être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc la communauté, ça peut être notre famille, ça peut être notre quartier, ça peut être notre commune, ou ça peut être à un niveau plus général, la Suisse. C'est à chacun de définir quelle est la communauté, quel est le groupe social pertinent auquel on se sent appartenir et on sent qu'on a quelque chose à apporter, qu'on a une contribution à faire, qu'on est accepté, valorisé dans cette communauté et qu'on peut y apporter quelque chose. Donc c'est tout ça qui permet de dire qu'on est en bonne santé mentale.
Et une autre façon de conceptualiser la santé mentale, c'est à l'aide du modèle bidimensionnel de la santé mentale, qui dit, en fait, ce que ce modèle dit, c'est que pour comprendre la santé mentale, il ne suffit pas d'avoir une seule dimension qui irait de très mauvaise santé mentale à excellente santé mentale. En fait, pour comprendre la santé mentale, on a besoin de deux dimensions, la dimension de souffrance et la dimension de santé. Donc la souffrance psychique, c'est tous les symptômes négatifs d'une mauvaise santé mentale, qui peuvent aller d'une souffrance légère, passagère, voilà, un jour on se réveille, on a un peu de mauvaise humeur, ou on a une tristesse passagère, à une souffrance plus modérée, quelque chose qui est peut-être un peu plus durable ou un peu plus intense, et jusqu'à une souffrance importante, ou qui vient peut-être impacter notre fonctionnement et qui vient peut-être remplir les critères diagnostiques d'un trouble psychique. Donc il est possible, si on est tout à droite de la flèche de souffrance, il est possible qu'on puisse définir qu'on a un trouble psychique. Mais cette souffrance, elle n'est pas qualitativement différente des personnes qui ressentent de la souffrance de temps en temps, de façon passagère, sans que ce soit à la hauteur d'un trouble. Et c'est un continuum, hein, donc ce n'est pas un état binaire, c'est pas on souffre ou on ne souffre pas, c'est vraiment un continuum et on peut souffrir un petit peu, modérément ou beaucoup. Et la deuxième dimension, c'est la dimension donc de santé mentale, c'est cette dimension de bien-être, avec le bien-être émotionnel, psychique et social. Et c'est tous les indicateurs positifs justement d'une bonne santé mentale. Donc le fait d'avoir une bonne estime de soi, le fait d'avoir une bonne régulation émotionnelle, hein, d'être capable de gérer son stress, de réguler ses émotions désagréables pour ne pas se laisser envahir par ses émotions. C'est aussi d'avoir des bonnes relations sociales. Hein, la santé sociale, on l'a vu dans la définition de l'OMS, aussi un aspect très important de la santé mentale. Donc être capable d'entretenir des relations qui sont agréables et paisibles et pas conflictuelles. Tout ça, ça fait qu'on est en bonne santé mentale. Tout ça, ça représente des ressources en fait pour faire face à l'éventuelle souffrance qu'on peut rencontrer quand on rencontre les stresseurs de la vie. Donc on peut se situer partout sur ce modèle. Je vais vous présenter un peu 4 cas un petit peu prototypiques pour montrer un peu les extrêmes des deux combinaisons possibles. On peut imaginer une personne qui aurait une très haute souffrance et une absence totale de santé. Donc ça, c'est quelqu'un qui a énormément de symptômes négatifs vraiment une mauvaise santé mentale, vraiment beaucoup de souffrance, et absolument aucune santé. Donc pas de ressources pour faire face à cette souffrance. Donc ce serait peut-être, si on prend un exemple en lien avec l'éco-anxiété, une personne qui est vraiment profondément affectée par cette éco-anxiété et puis qui du coup qui n'arrive pas à en parler autour d'elle et qui du coup s'isole, donc se coupe un petit peu de ses relations sociales, ressent vraiment beaucoup de stress, il pense tous les jours, ça affecte son fonctionnement quotidien, vraiment ça affecte une profonde souffrance et pas de ressources pour y faire face, donc pas de capacité ni d'en parler autour d'elle, ni d'avoir de l'optimisme, de trouver des solutions, vraiment un focus vraiment sur la négativité, sur les difficultés. Donc ça, c'est quelqu'un qui est en profonde souffrance et qui devrait rechercher de l'aide, en fait. On verra dans la suite de cette présentation comment faire ça. À l'autre extrême, on peut imaginer une personne qui aurait une absence totale de souffrance et une haute santé. Donc ça, c'est quelqu'un où il y a absolument zéro souffrance, donc aucun symptôme négatif, pas du tout d'émotions désagréables, tout va bien. Et très intense sentiment de bien-être, donc tout va bien dans ses émotions, dans ses relations sociales, son estime d'elle-même, tout ça. Tout va très très bien. Donc c'est un état dans lequel on est peut-être 5 minutes par jour de temps en temps, ça nous arrive, on est content et c'est chouette, il faut en profiter quand c'est là. On verra que c'est le cas pour tous ces états, ce n'est pas des états qui durent, ce pas des états figés qui durent forcément. Mais donc ça c'est quelqu'un qui peut-être a un bon lien avec la nature, elle a un travail qui lui permet d'être alignée avec ses valeurs, où elle trouve du sens dans ce qu'elle fait. Et du coup, ça renforce son bien-être et elle ne ressent pas de souffrance particulière. Ensuite, on peut imaginer la combinaison suivante d'une personne qui aurait à la fois une haute souffrance et une haute santé. Donc ça, c'est quelqu'un qui ressent à la fois des symptômes négatifs d'une mauvaise santé mentale et en même temps, elle a tous ces indicateurs positifs d'une bonne santé mentale, d'un bon niveau de bien-être. Et en fait, ce haut niveau de bien-être, il va l'aider à faire face à cette souffrance et faire en sorte que ce soit plus gérable et plus tolérable.
Donc peut-être quelqu'un qui souffre face à cette anxiété en lien avec les changements climatiques, hein, qui a des difficultés, mais qui a des ressources pour y faire face. Donc qui est capable d'en parler avec ses proches, qui fait peut-être partie d'un groupe d'activisme qui lui donne du sens, qui lui donne le sentiment d'être aligné avec ses valeurs, qui arrive aussi à avoir des activités qui lui font du bien, dans lesquelles peut-être elle ne pense pas justement à l'éco-anxiété, mais elle s'engage pour d'autres choses, l'activité physique, des comportements promoteurs d'une bonne santé mentale qu'on verra dans la suite de cette présentation. Et du coup, tout ça, ça renforce son état de bien-être et ça fait que cette souffrance, elle est plus tolérable. Le message ici aussi, c'est de dire qu'on peut être en profonde souffrance, ou en tout cas on peut vivre avec un trouble psychique diagnostiqué dans certains cas. Ce n'est pas le cas de l'éco-anxiété parce que ce n'est pas un trouble, mais pour les personnes qui vivent avec un trouble chronique, comme un trouble psychotique par exemple, et néanmoins être en bonne santé mentale. Ça, c'est vraiment un message important à retenir, c'est que le fait de vivre avec un trouble psychique, ce n'est pas une fatalité. On peut quand même renforcer son état de bien-être et son état de santé mentale et vivre avec un trouble psychique et être en bonne santé mentale en même temps. Et finalement, un dernier croisement qu'on peut imaginer, c'est une personne qui aurait à la fois une absence de souffrance et une absence de santé. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de symptômes négatifs, donc il n'y a pas d'émotions désagréables, il n'y a pas de difficultés particulières, mais en même temps, il n'y a pas de santé non plus. Donc il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas une bonne estime de soi, il n'y a pas de bonnes relations sociales, il n'y a pas d'émotions agréables, pas de joie, pas d'optimisme. C'est quelqu'un qui est dans un état un peu vide comme ça. Donc ce serait par exemple une personne qui ne ressent pas d'anxiété particulière par rapport au changement climatique, mais qui a peut-être un peu perdu espoir, qui est un petit peu apathique, comme ça, qui a perdu une motivation, qui du coup n'a pas envie de s'engager et de faire quoi que ce soit parce que de toute façon ça ne sert à rien, et un peu démotivé comme ça. Mais sans que ça cause forcément une souffrance importante, mais juste un ennui et un vide comme ça, qui se sent un peu ni bien ni mal par rapport à ça. Donc, tous ces états, ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas des états figés, donc ça bouge tout au long de la vie, et ça peut même bouger au cours d'une même journée. On peut se réveiller le matin en pleine forme, tout va bien, on est prêt à affronter le monde, et puis on apprend une mauvaise nouvelle, que ce soit une nouvelle internationale, ou bien dans notre cercle proche, ou bien une nouvelle qui nous affecte nous personnellement, et puis tout d'un coup, on ressent énormément de souffrance, puis après, on se rappelle qu'en fait on a des ressources, on a des personnes sur qui compter, avec qui parler, etc. Et puis ça fait remonter notre état de santé. Et voilà, on peut jongler vraiment, ça peut bouger très vite. Et on va tous et toutes très certainement passer par tous ces états au cours de notre vie. Ça fait vraiment partie de la vie que d'osciller un petit peu sur ce cosmos mental qu'on a vu dans la petite vidéo. Alors passons au vif du sujet. Éco-anxiété, ou devrait-on plutôt dire éco-lucidité. Je voulais commencer par déjà se poser la question, est-ce que c'est normal de ressentir ça? Oui, c'est normal de ressentir ça. Je vais commencer par une petite citation ici, qui dit que ces gens-là, donc les gens qui vivent avec l'éco-anxiété, qui ressentent de l'éco-anxiété, ne sont pas fous. Au contraire, en fait, ils prennent conscience que c'est le monde dans lequel on vit qui est fou. Donc c'est déjà peut-être un premier message de dire voilà, c'est normal de ressentir ça dans la vie, la société dans laquelle on évolue et la réalité de la crise climatique qu'on traverse. Et c'est, comme souvent c'est le cas avec la souffrance psychique, en fait, ce n'est pas un problème qui est lié à l'individu, c'est un problème qui est lié au contexte. Et l'individu a en fait une réaction parfaitement saine par rapport à ce contexte. C'est sain de ne pas se sentir bien face à la crise climatique qu'on traverse. Donc peut-être déjà une première chose à garder en tête. Après, ça ne veut pas dire que ça ne cause pas de la souffrance et que ce n'est pas difficile à vivre et qu'on ne peut pas trouver des solutions. Mais c'est en tout cas de dire que c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété? Quand on parle d'éco-anxiété, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la première chose, c'est de dire que ce n'est pas un trouble psychique et ce n'est pas un diagnostic. Donc, il n'est pas répertorié dans les manuels diagnostiques habituels. Ce n'est pas quelque chose où un médecin va pouvoir vous poser un diagnostic, dire que vous souffrez d'éco-anxiété. Même si le terme peut prêter à confusion, et il est parfois utilisé un petit peu comme ça. En fait, l'éco-anxiété, on l'appelle éco-anxiété, mais ce n'est pas que de l'anxiété. En fait, c'est un large spectre d'émotions désagréables qui sont en lien avec la prise de conscience du changement climatique et des menaces environnementales. Donc, c'est quoi toutes ces émotions désagréables? Alors, bien sûr, ça peut être de la peur et de l'anxiété, c'est souvent le cas, mais ça peut aussi être de la tristesse, du désespoir,
de la colère, de l'abattement. C'est vraiment toute une série d'émotions qu'on peut appeler négatives. Nous, on préfère les appeler désagréables parce qu'en fait, elles ne sont pas négatives en soi. C'est des signaux qui nous renvoient à nos valeurs. Et donc, c'est positif en fait d'apprendre ça sur nos propres valeurs. Mais elles sont désagréables à vivre. Et c'est ça que regroupe le terme éco-anxiété. Alors, on utilise le terme éco-anxiété parce qu'il est connu, les gens savent de quoi on parle, mais juste qu'on se comprenne que ça va bien au-delà de l'anxiété, c'est toute une série d'émotions désagréables. Après, il y a quand même une définition qui est un peu consensuelle dans la littérature qui a été proposée par l'Association américaine de psychologie, qui est peur chronique de la catastrophe environnementale. Donc on voit qu'ils se sont vraiment centrés sur cet aspect de peur. C'est pour ça que nous, on n'est pas super fans de cette définition, mais c'est celle qu'on retrouvera quand même beaucoup dans la littérature. Ensuite, on trouvait intéressant de vous montrer un petit peu la prévalence de l'éco-anxiété dans le monde et en Suisse, on verra après. Donc là, ça c'est un sondage qui a été mené dans le monde entier, quasiment, pour mesurer l'inquiétude face au changement climatique. Et déjà, on voit qu'il y a beaucoup de rouge, de rosé. Donc tout ça, c'est les pays où il y a plus de 50% de la population qui ressent de l'inquiétude face au changement climatique. Donc on voit que dans la vaste majorité des pays, il y a plus de 50% des personnes qui ressentent de l'inquiétude. Et on voit que c'est encore plus rouge dans les pays du Sud, surtout. Donc c'est les pays qui sont le plus exposés en fait, à la menace climatique. En Europe, c'est pas mal rouge aussi. La Suisse, on ne voit pas très bien parce qu'elle est toute petite. La Suisse, elle est à 70 à 80% de la population qui, selon ce sondage-là, qui ressent de l'inquiétude par rapport au changement climatique. Ensuite, on trouve intéressant de vous parler d'une étude très connue aussi, qui est une vaste étude dans 10 pays du monde, qui a porté sur 10 000 participants, qui sont des jeunes de 16 à 25 ans. Et qui a montré que chez les jeunes, 84% sont au moins modérément inquiets en raison du changement climatique. Donc, une très vaste majorité, 8 jeunes sur 10. Plus de 45% déclarent que ces sentiments négatifs, cette éco-anxiété, elle affectent leur vie quotidienne. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils ressentent de l'éco-anxiété une fois de temps en temps, c'est déjà qu'ils le ressentent tous les jours. Et en plus, ça affecte vraiment leur fonctionnement quotidien. Et ça, c'est presque un jeune sur 2. Donc, c'est vraiment énorme. Et finalement, 40%, donc 4 jeunes sur 10, déclarent hésiter à avoir des enfants à cause de la situation climatique. Donc ce n'est pas seulement que ça affecte leurs émotions et leur quotidien, ça affecte aussi leurs plans pour le futur, en fait, leur vie, leur avenir, leur façon de planifier la vie qu'ils souhaitent mener. Donc on voit vraiment des impacts très importants de ce changement climatique. Et finalement, en Suisse, on voit que, donc ça c'est un sondage aussi qui a été réalisé auprès d'un échantillon suisse représentatif de 12 000 personnes et qui montre que 2 tiers des Suisses, des personnes interrogées, trouvent que le changement climatique est un problème sérieux et qu'il faudrait intervenir au plus vite. Donc on voit qu'on est vraiment une majorité à penser comme ça. Et puis, de façon similaire, le dernier baromètre des préoccupations de 2024, donc assez récent, montrait que la protection du climat et les changements climatiques et les catastrophes écologiques sont la 2e préoccupation des Suisses, après les politiques de la santé et les assurances maladie. Donc, ce n'est pas très étonnant. Mais donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté dans la population suisse d'agir, une préoccupation et une volonté d'agir. Et donc, on peut se demander pourquoi ce n'est pas répercuté dans les actions politiques. Alors, l'éco-anxiété, on a vu, c'est toute une série d'émotions désagréables. C'est quelque chose de très courant, ça concerne beaucoup d'entre nous. Donc, c'est 2 tiers des personnes qui se préoccupent. Ça veut dire que quand vous rencontrez des gens, il y a 2 chances sur 3 que cette personne vive aussi ces questions-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette éco-anxiété et comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme moteur ? Donc déjà, de redire que c'est une réaction qui est tout à fait naturelle face aux enjeux du changement climatique et aux conséquences de ce changement climatique. Et tout comme les émotions désagréables, c'est un petit peu les antennes de notre cerveau qui nous disent « OK, il y a quelque chose qui ne joue pas pour moi », c'est aussi une alarme qui nous aide à nous adapter en tant que population, en tant que société, face aux défis auxquels on fait face en ce moment. Et cette éco-anxiété, en fait, elle peut susciter un engagement cognitif et une motivation qui va viser à surmonter cette incertitude et donc à
être le moteur du changement, en fait. Ça peut encourager à l'action et au changement. Surtout si ces émotions, c'est des émotions plutôt actives comme la colère. C'est sûr que si on est dans l'abattement, ce n'est pas des émotions qui vont nous faire agir, mais l'anxiété et la colère surtout, la colère c'est vraiment une émotion active qui va nous pousser à agir pour changer la situation dans laquelle on se trouve. Et en fait, c'est à travers ça qu'on peut avoir un changement au niveau social. Parce que si tout le monde est abattu, personne ne fait rien. C'est en utilisant, en mobilisant ces émotions désagréables pour le changement qu'on peut voir le changement dans nos sociétés. Donc l'éco-anxiété, évidemment, je ne vais pas non plus minimiser, c'est sûr que ça peut aussi être un problème si c'est une profonde souffrance et que ça peut impacter notre quotidien, ça peut mener à un stress élevé qui du coup nous affecte vraiment dans notre quotidien, ça peut mener à l'épuisement professionnel pour les professions qui sont vraiment très exposées. Donc c'est pas non plus minimiser et dire que l'éco-anxiété c'est tout positif, c'est aussi une réalité que ça cause de la souffrance et on va voir comment y faire face. Dire 2 mots sur la santé mentale, c'est pas que dans la tête, et l'éco-anxiété, c'est pas que dans la tête non plus. Voir qu'il y a énormément de facteurs qui influencent notre capacité ou notre propensité à ressentir de l'éco-anxiété. Donc il y a des facteurs au niveau individuel. On sait qu'au niveau du sexe ou du genre, les femmes ont tendance à ressentir plus d'éco-anxiété que les hommes. C'est le cas pour l'anxiété en général et pour l'éco-anxiété en particulier. L'âge, on l'a vu dans l'étude brièvement, mais les jeunes sont plus concernés par l'éco-anxiété que les personnes plus âgées parce qu'ils ressentent plus d'incertitude en lien avec leur avenir. Pour eux, ça concerne vraiment leur vie à long terme plus que les personnes plus âgées. Au niveau des facteurs psychologiques, on a la personnalité, les valeurs et les compétences sociales. Donc il y a certains traits de personnalité du type ouverture aux autres qui ont tendance à être plus affectées par le changement climatique. Donc les personnes qui sont très ouvertes à la nouveauté vont avoir tendance à plus vivre d'éco-anxiété. Les compétences psychosociales qu'on peut développer, les compétences psychosociales, c'est notre capacité à gérer nos émotions, à gérer nos relations sociales et à gérer un peu notre environnement, à prendre des décisions, à traiter l'information qui nous entoure. Et ça, c'est des choses qui ont un impact très positif sur notre santé mentale en général et sur notre capacité à gérer l'éco-anxiété en particulier, notamment la capacité de régulation émotionnelle. Voilà, si on a des bonnes compétences, qu'on arrive bien à gérer son stress et à gérer son anxiété, qu'on trouve des bonnes stratégies pour la gérer, ça va être plus facile de gérer l'éco-anxiété que si on n'a pas cette chance-là. Et ça, c'est des choses qu'on peut vraiment développer tout au long de la vie. Ce n'est pas du tout donné dès l'enfance pour toujours. On peut vraiment continuellement développer cette capacité-là. Ça commence dès l'enfance et puis il n'y a vraiment pas d'âge, même à l'âge adulte, senior, tout le monde peut développer ses compétences psychosociales. Au niveau des valeurs, je reviens. Si on a des valeurs importantes en lien avec la nature, en lien avec la préservation de l'environnement, évidemment, on va être plus affecté par les changements climatiques. Aussi, si on a des valeurs de bienveillance, ce qui est souvent le cas quand même quand on travaille dans le service public, c'est souvent parce qu'on a des valeurs pro-sociales, on a envie de faire du bien aux populations dont on s'occupe. Ça, c'est aussi une fragilité face au fait que ces populations-là, elles sont plus exposées souvent les populations vulnérables aux risques climatiques. Et du coup, ça peut créer aussi un clash de valeurs qui peut vraiment péjorer notre éco-anxiété. Et puis, le fait d'avoir, dans les facteurs liés au parcours de vie, le fait d'avoir vécu soi-même une catastrophe naturelle, évidemment, ça nous rend beaucoup plus sensibles à ces changements climatiques et aux risques qu'ils représentent. Et aux dangers qui sont réellement concrets, qu'on peut vivre en lien avec les changements climatiques. Ensuite, donc là, on était dans les facteurs individuels, donc les facteurs qui nous affectent, nous, au niveau individuel. Maintenant, si on passe au niveau socio-économique, donc les facteurs qui sont en lien avec les groupes sociaux auxquels on appartient. Alors il y a tout ce qui est en lien avec les proches et le cercle social, donc notre famille, nos amis, le soutien social dont on bénéficie, le fait de se sentir entouré, de se sentir accepté, estimé, valorisé par le groupe social auquel on appartient, de savoir que c'est des gens à qui on peut parler de nos inquiétudes, des gens qui nous comprennent, qui nous écoutent, qui nous respectent. Ça va nous protéger, ça va protéger notre santé mentale et faire que notre éco-anxiété sera moins importante.
Donc ça, c'est un vrai facteur protecteur. Le soutien social, en général, pour notre santé mentale, c'est le facteur le plus important qui protège notre santé mentale. D'ailleurs, c'est la thématique de cette semaine de la santé mentale, c'est le lien social, c'est pas pour rien. C'est que c'est vraiment un facteur protecteur très important pour la santé mentale en général et du coup pour l'éco-anxiété en particulier aussi. Donc c'est vraiment important de favoriser ces liens-là. Et ensuite, le fait d'avoir un métier en lien avec la nature, donc le fait d'être directement exposé à ces changements environnementaux dans son quotidien à travers sa pratique professionnelle, ça, de nouveau, c'est un risque psychosocial en fait, parce que ça va créer du stress directement tous les jours au quotidien en lien avec notre pratique professionnelle. Ça, c'est un clash avec nos valeurs et ça va renforcer la conscience en fait, des enjeux environnementaux. Et on y est exposé tous les jours, donc c'est très saillant. On ne peut pas mettre ça de côté. On est vraiment tous les jours confrontés si on a un métier en lien avec la nature. Ensuite, on passe aux facteurs sociétaux. Donc, c'est des facteurs qui sont en lien avec la société dans laquelle on évolue. Donc, on est allé de l'individu au groupe à la société. Et là, en lien avec l'éco-anxiété, donc dans les politiques sociales et économiques, on peut parler des décisions politiques. Donc, on peut ressentir un fort sentiment d'impuissance face à ce qui se passe, ou plutôt ce qui ne se passe pas au niveau politique, que ça ne bouge pas assez vite. Et ça, ça peut créer de l'anxiété, évidemment, parce qu'on a l'impression que les problèmes ne se règlent pas. Dans les facteurs positifs, il y a la nature, il y a vraiment d'énormes bienfaits pour la santé mentale, le fait d'être exposé à la nature, aux espaces verts. Donc voilà, le fait de regarder par la fenêtre et de voir des arbres, ça fait du bien à notre santé mentale. Le fait d'avoir des parcs, des endroits naturels, des rivières, voilà, tout ça, ça fait du bien à notre santé mentale. Donc, pas hésiter aussi à rajouter autant que possible de la nature dans notre quotidien. Pour se rendre sur son lieu de travail, si on a le choix entre deux chemins, choisir plutôt celui dans lequel on va pouvoir passer dans un parc. Ça va favoriser votre bien-être ce jour-là. Le fait, alors de nouveau dans les facteurs de risque, le fait d'habiter dans une région à risque, il y a des régions qui sont plus exposées aux catastrophes naturelles que d'autres, notamment les régions côtières. Alors bon, ça me concerne moins en Suisse, mais ça va aussi renforcer le sentiment d'éco-anxiété. De même pour les communautés autochtones, donc des communautés pour qui la relation à la nature c'est vraiment fondamental, ça fait vraiment partie du quotidien, c'est inscrit dans la culture. Et bien là, le fait de voir ces changements environnementaux, ça crée un sentiment de deuil, de perte, et ça peut vraiment aussi déclencher, augmenter l'éco-anxiété. Les communautés marginalisées, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, mais il y a certaines populations qui disposent de moins de ressources pour faire face au changement climatique. Et du coup, ces communautés-là, elles sont encore plus exposées et du coup, elles ressentent aussi plus d'éco-anxiété. Donc, elles sont vraiment doublement, triplement pénalisées dans leurs difficultés et ça va vraiment impacter leur santé mentale et leur santé en général. Et puis finalement, les croyances culturelles. Donc ça, c'est un facteur un peu plus général, le fait si on perçoit qu'il y a de la stigmatisation liée à la recherche d'aide, ça fait que quand on ressent de l'éco-anxiété, on va être moins susceptible d'aller chercher de l'aide et du coup de bénéficier de l'aide dont on aurait besoin en fait, pour faire face à ces émotions désagréables et à cette souffrance qu'on ressent. Donc voilà, on voit qu'il y a énormément de déterminants qui influencent notre sentiment ou pas d'éco-anxiété, beaucoup de facteurs de risque, on a vu, il y a quelques facteurs protecteurs, mais beaucoup de facteurs de risque. Et juste de rappeler, donc il y a les facteurs qui se situent au niveau de l'individu, puis les facteurs au niveau des groupes auxquels on appartient, et finalement les facteurs sociétaux. Et il y a beaucoup de ces facteurs sur lesquels on a finalement peu d'impact, il y a beaucoup de ces facteurs qui sont un petit peu hors de notre contrôle. Et c'est d'accepter aussi qu'est-ce qui est sous notre contrôle et sur quoi est-ce que je peux agir, qu'est-ce qui est hors de mon contrôle et sur quoi il faut que j'apprenne à lâcher prise en fait, parce que je ne vais pas pouvoir forcément, je ne peux rien y faire si je n'ai pas de contrôle. Donc d'accepter que oui, ça va m'impacter, mais peut-être de moins me focaliser là-dessus et d'essayer de me focaliser le plus possible sur les choses sur lesquelles je peux avoir un impact. Et on va voir lesquelles ce sont. Pour les personnes que ça intéresse, on a rédigé une synthèse de la littérature scientifique, mais qui porte plus généralement sur la santé mentale et pas spécifiquement sur l'éco-anxiété, mais si jamais le PDF il est disponible gratuitement sur notre site internet. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre santé mentale face à tous ces changements environnementaux ?
Donc il existe toute une série de choses qu'on peut faire au niveau individuel pour prendre soin de notre santé mentale, ce qu'on appelle des comportements promoteurs d'une bonne santé mentale. Et alors il y a ces comportements qui influencent notre santé mentale en général. Et on va voir plus spécifiquement par rapport à l'éco-anxiété, qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec ces 3 types de comportements. Juste en 2 mots, donc le self-care, c'est les comportements individuels qui visent à nous faire du bien à nous. Donc on a l'activité physique, le fait d'avoir des hobbies qui nous font plaisir, enfin, toutes choses qu'on peut faire au niveau individuel pour promouvoir notre bien-être. Le soutien social à autrui, c'est le fait de soutenir les autres. Et ça, en fait, ça fait du bien à la santé mentale de la personne qui reçoit le soutien, mais aussi à la personne qui offre le soutien. C'est vraiment donnant-donnant. Et puis finalement, il y a notre capacité à rechercher de l'aide, donc le fait d'être capable de reconnaître que tout seul, j'y arrive pas et j'ai besoin de rechercher de l'aide à l'extérieur. Donc on va voir en lien avec l'éco-anxiété comment est-ce que ces 3 grandes catégories de comportements peuvent s'exprimer. Donc par rapport au self-care, donc ces comportements qu'on peut adopter au niveau individuel. Déjà, alors s'informer c'est important, mais peut-être d'arriver à trouver la limite et de s'informer sans excès. Si on passe ses journées entières à lire et relire les nouvelles et des choses anxiogènes en lien avec l'éco-anxiété, on va être très bien informé, mais est-ce qu'on a besoin d'être aussi bien informé? Peut-être pas. Et puis, du coup, on est constamment, ça tourne en boucle avec ces nouvelles négatives et ces mauvaises nouvelles. Donc, c'est important de rester informé, mais peut-être d'arriver à un niveau d'information qui est raisonnable, qui est utile en fait. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus utile de savoir plus et plus et plus. Reconnaître ses émotions. Donc ça, c'est en lien avec le développement des compétences émotionnelles dont je parlais tout à l'heure. Mais déjà, d'arriver de les reconnaître. Mon éco-anxiété, elle se manifeste comment chez moi? Est-ce que c'est plutôt de l'anxiété dans mon ventre? Est-ce que c'est plutôt de la tristesse dans ma gorge? Est-ce que c'est plutôt de la colère? Ça ressemble à quoi? Et puis, ça peut changer. Ce n'est pas forcément tous les jours la même chose. Elle ne se manifeste pas forcément tous les jours de la même façon. Mais comment, à quoi elle ressemble? Qu'est-ce que c'est? D'arriver déjà à identifier ces émotions, ça va nous permettre d'agir en adéquation avec ces émotions. Se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Donc effectivement, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Donc c'est d'accepter que voilà, on a une sphère de contrôle et puis on a une sphère d'influence et puis on a une sphère où on n'a vraiment aucun contrôle, aucune influence. Et d'arriver à se concentrer sur notre sphère de contrôle. Là où je peux faire des choses, là je peux mettre mon énergie et le reste, arriver à lâcher prise. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, il faudrait tendre vers ça. Entrer en contact avec d'autres personnes qui préoccupent mes préoccupations. Donc, chercher à créer du lien avec des gens qui ont des valeurs similaires, des inquiétudes similaires. Ça va nous aider à nous sentir compris, à nous sentir acceptés, à nous sentir en lien. Et ça, on l'a vu, le soutien social, c'est ultra important pour notre santé mentale. Donc, c'est d'être en lien avec des personnes dont on sent qu'on partage un vécu. Et faire des activités qui me font du bien. Donc ça, c'est le self-care. Pas forcément en lien avec l'éco-anxiété ou avec le changement climatique, mais juste des choses qui me font du bien. Trouver chacun des hobbies, des choses qui nous font nous sentir bien, qui nous procurent de la joie et des émotions agréables. Alors c'est différent pour chaque personne. Ça va pouvoir être le sport, ça peut être une activité créative, le chant, la musique. Vraiment, c'est à chacun de trouver ce qui fait du bien, mais voilà, c'est important d'avoir des activités qui nous font du bien. Idéalement quotidiennement, mais en tout cas dans chacune de nos semaines, d'avoir des moments pour soi où on se fait du bien et peut-être de mettre en place un petit rituel après le travail. Si on a un travail dans lequel on est exposé à l'éco-anxiété, c'est de finir sa journée en disant ok, qu'est-ce que je fais pour sortir un petit peu de cette éco-anxiété. Et puis apprendre des techniques de gestion du stress. Ça peut vraiment être utile parce que quand même souvent l'éco-anxiété se manifeste par du stress, que ce soit l'anxiété ou la tristesse. Et donc d'apprendre un petit peu des techniques, la cohérence cardiaque, il y a différentes choses qu'on peut faire pour gérer son stress. Ça peut vraiment être utile. Et c'est des techniques qui sont valables pour l'éco-anxiété et pour toute source de stress en fait. Donc ça va pouvoir nous être utile aussi quand on ressent des stress au travail ou dans la vie familiale ou amicale. Donc c'est de toute façon utile. Et puis finalement, être en lien avec la nature. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un facteur protecteur. Donc passer du temps dans la nature, aller à la montagne, aller dans la forêt, aller dans les parcs, passer du temps dans la nature, ça nous fait du bien. Vraiment, il y a plein d'études qui le montrent. Ensuite, en termes de soutien social à autrui, donc ce comportement d'aider les autres,
Déjà, encourager nos proches à exprimer leurs préoccupations, d'autres être une oreille attentive, être à l'écoute de nos proches qui ont peut-être aussi des préoccupations en lien avec l'éco-anxiété qu'ils ont envie de partager. Donc, accepter ça, accueillir ça sans jugement et avec bienveillance. Valider les émotions des autres, quelles qu'elles soient, même si elles sont différentes des nôtres, mais valider, juste une émotion, elle n'est jamais fausse en fait. Il n'y a pas de juste ou de faux quand on parle d'émotion, c'est du ressenti. Donc c'est d'être simplement dans l'accueil de ces émotions et adopter une approche empathique et non jugeante, comme je vous disais, donc toujours dans la bienveillance, dans l'empathie et dans le non-jugement. Les émotions, vraiment, il n'y a pas de le jugement n'a pas place en fait quand on est dans l'émotionnel. L'émotion, elle est là, il faut juste l'accueillir. On peut réfléchir à élaborer des plans d'action, un plan d'action avec ses proches. Donc une stratégie, ok, voilà le problème, qu'est-ce qu'on peut faire nous, dans notre sphère de contrôle, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et ça va nous redonner un sentiment de maîtrise, vraiment de se dire, ok, je suis dans l'action, je ne suis pas complètement passive à subir ce qui se passe, mais j'arrive à me mettre en action et à créer des choses concrètes. Et ça peut vraiment aider, et surtout si c'est fait avec des proches. Partager son espoir aussi, parce que ça existe aussi. Donc de partager ça, c'est contagieux aussi. Et les émotions, elles sont contagieuses. Donc si on partage sa tristesse, voilà, des fois, ça peut aussi rendre l'autre triste. Si on partage son espoir, ça peut aussi vraiment renforcer ça. Et puis, en cas de besoin, être en mesure d'orienter les autres vers des ressources en santé mentale. Donc ça, c'est important de connaître ces ressources pour être en mesure d'orienter les personnes si ou lorsqu'ils ou elles en ressentent le besoin. Donc justement, ces ressources. Donc on peut rechercher de l'aide auprès de différentes sources d'aide. Simplement, la recherche d'aide, c'est le fait de reconnaître que moi, toute seule, je n'arrive pas et donc il me faut une source externe. Quand on parle d'auto-assistance, il s'agit de trouver de l'aide dans des éléments qui ne sont pas des humains. Donc ça peut être de consulter des sites internet, comme dans l'exemple, la petite image ici, mais ça peut être aussi d'écouter des podcasts, de lire des livres. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas des humains, mais qui peuvent aussi vraiment avoir des pistes d'action concrètes très utiles, que ce soit pour la santé mentale ou pour l'éco-anxiété ou pour le changement climatique en général. Simplement bien vérifier les sources toujours, parce qu'il y a de tout, surtout sur Internet. Donc avoir vraiment toujours ce regard critique de vérifier la source de toutes ces informations. Les sources informelles, c'est nos amis, nos proches, notre famille, nos voisins, voilà, les personnes autour de nous, qui sont souvent les premières personnes vers qui on se tourne quand ça ne va pas. Donc se rendre compte, identifier quelles sont les personnes de confiance autour de nous à qui on peut se confier quand on ressent des soucis en lien avec l'éco-anxiété. Et puis, parfois ça suffit, les sources informelles. Parfois, on a juste besoin de vider son sac et puis ça va mieux. Et puis, parfois, ça ne suffit pas. Et là, c'est utile de savoir faire appel à des sources professionnelles. Donc, les semi-formelles et formelles, la différence, c'est juste est-ce que c'est des professionnels de la santé mentale ou des professionnels de la santé en général, comme notre médecin généraliste, par exemple. Mais c'est des personnes qui sont là pour nous soutenir dans notre santé mentale et aussi en lien avec notre éco-anxiété. Peut-être vous parler de ressources spécifiques en lien avec l'éco-anxiété. Je pense que vous connaissez Au cœur de la transition, donc une association qui propose des ateliers de reconnexion à soi, à l'autre, au vivant, qui font vraiment du bien. Les personnes que je connais qui ont testé ont vraiment dit beaucoup de bien sur à quel point ils se sont sentis mieux après avoir fait ces ateliers-là. Et puis, potentiellement, une autre possibilité, je vous en ai parlé en introduction, chez Minds avec la main tendue, on propose des cercles d'écoute. C'est des espaces où on peut venir simplement bénéficier d'une écoute bienveillante et non jugeante et écouter soi-même de façon bienveillante et non jugeante. Et il n'y a pas de thématique, donc ce n'est pas en soi spécifique sur l'éco-anxiété, mais on peut venir parler de ce qu'on veut, donc on peut venir parler de ses préoccupations en lien avec l'éco-anxiété. Et puis vraiment, l'écoute, c'est quelque chose d'assez magique et il se passe vraiment plein de choses quand on a l'espace de parler autant qu'on le souhaite sans être interrompu. Je pense que c'est assez rare d'avoir des moments dans la vie où on peut parler sans être interrompu. Et écouter les autres aussi, voir les résonances qui se créent. Donc, si jamais on propose des cercles d'écoute tous les lundis soirs à 18h à la HETS, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire, on peut simplement venir. Et toutes les dates sont sur le site internet. Après, important quand même de connaître le numéro de la main tendue, le 143.
qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est gratuit, anonyme, et qui, voilà, c'est des personnes qui sont formées à l'écoute et qui sont là. Alors, ça peut être dans les moments de crise, hein, si vraiment ça ne va pas, mais aussi simplement pour parler. Donc, il ne faut pas forcément attendre la crise pour appeler la main tendue. Ils sont vraiment là pour simplement offrir une écoute bienveillante. Et puis, pour une orientation vers la psychothérapie, on recommande toujours l'association Trajectoire qui fait un super travail vraiment. Donc, on peut les contacter. Et puis, à l'aide d'une ou deux consultations avec leur psychologue, ils vous orientent ensuite vers, ils vous donnent une liste de 3-4 psychothérapeutes qui ont de la place, ce qui n'est pas gagné forcément à Genève, et qui correspondent vraiment aux besoins en fait. Donc, ils vont vraiment analyser vos besoins et vos motivations, vos envies, aussi l'orientation psychothérapeutique qui vous correspond le mieux. Est-ce que c'est plutôt de la TCC, du psychodynamique? Voilà, on peut être un peu perdu dans toutes ces orientations quand on est tout seul. Donc, eux, c'est vraiment leur boulot d'orienter dans ces cadres-là. Et puis, alors bon, pour les situations d'urgence, les urgences psychiatriques des HUG, évidemment, pas hésiter à les appeler. On peut simplement y aller, évidemment, c'est des urgences, hein, mais pas hésiter à les appeler pour poser la question, est-ce que c'est vraiment une urgence ou est-ce que ça peut attendre? Important de savoir que ça existe aussi. Et puis, alors, pour les jeunes, justement, qui sont une population particulièrement à risque en lien avec l'éco-anxiété, il y a Malatavie, qui est une unité de prévention du suicide, qui a aussi une ligne téléphonique qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les jeunes qui traversent une crise suicidaire ou qui ont des idées suicidaires. Donc, vraiment, pas hésiter à les appeler. Les jeunes peuvent appeler directement, mais aussi les adultes autour peuvent appeler, donc pas hésiter. Voilà. Par rapport à ces comportements promoteurs, tous ces comportements, donc le self-care, le soutien social à autrui, la recherche d'aide, on a rédigé une synthèse aussi de la littérature scientifique. Si ça vous intéresse, pareil, le PDF il est disponible gratuitement sur notre site internet. Et puis pour conclure, je trouvais sympa de finir avec cette jolie citation de Joanna Macy. N'ayez pas peur de votre tristesse, de votre chagrin ou de votre colère, chérissez-les, ils sont le fruit de votre bienveillance. Je trouvais que c'était approprié par rapport à cette thématique de l'éco-anxiété. Et en lien plus généralement avec la santé mentale, les mots, vraiment messages clés à retenir. Déjà, on a tous et toutes une santé mentale. Ça concerne vraiment tout le monde. Ça ne se résume pas à une absence de troubles psychiques. Pour être en bonne santé mentale, c'est vraiment cet état de bien-être complet. La santé mentale n'est pas un état figé, c'est une constante recherche d'équilibre. On va passer par tous les stades de ce modèle bidimensionnel et c'est OK, c'est normal. On n'est pas seul responsable de notre santé mentale. Il y a des facteurs qui affectent notre santé mentale, qu'on le veuille ou non. L'éco-anxiété en est vraiment un bon exemple. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse complètement, le changement climatique, et ça impacte néanmoins notre état de bien-être. Mais néanmoins, on peut tous prendre soin de notre santé mentale, et ça, c'est important. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire au niveau individuel, il y a des comportements qu'on peut mettre en place qui peuvent nous faire du bien. Donc, on peut prendre soin de soi, soutenir les autres, ça fera aussi du bien à nous-mêmes, et rechercher de l'aide en cas de besoin. Et surtout, ne jamais hésiter à rechercher de l'aide en cas de besoin, c'est vraiment important. L'aide existe, il ne faut vraiment pas attendre pour y faire appel. Voilà, quelques ressources pour conclure, notre site internet, notre chaîne YouTube, le site de Psycom, la petite fusée, c'est Psycom qui l'a proposé, donc ils ont aussi plein d'autres ressources sur leur site. Et Santé Psy, qui est un site aussi suisse, roman et latin, qui a aussi énormément de ressources en lien avec la promotion de la santé mentale. Voilà, je vous remercie pour votre participation, merci pour votre écoute et s'il y a des questions, je les prends volontiers maintenant.